c'est comme dans les films, c'était très marrant. Deux phares arrivaient dans le brouillard et notre sauveur était là, c'est un berger qui descendait en Fiat Panda. À la fin du sales flow, le client s'adjoint à un courtier. Principe de base, chez AXA, on est une compagnie courtage et ça restera le cas. C'est pas du tout du direct. Les services juridiques sont vraiment à disposition de tout le monde, pas que de nos assurés, tout le monde. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, c'est un village, legal village. Le monde de l'assurance est en mouvement. Je suis Jean Marot, avocat, entrepreneur et fondateur de Codelot, une agence spécialisée dans la transformation digitale des métiers du droit et de l'assurance. Dans La Franchise en Prime, je vous propose de rencontrer ceux qui ont choisi d'être acteurs de ces changements. Ils sont courtiers, fondateurs de start-up ou représentants de compagnies et ils ont tous un point commun. Des idées, une vision, ils ont cassé les codes. Avec vous, je veux prendre le temps de découvrir leur parcours, leurs innovations et les clés de leur succès. Des entretiens passionnants et c'est promis, avec La Franchise en Prime. Et donc, on enregistre un nouvel épisode de La Franchise en Prime. Je suis très content aujourd'hui parce que je reçois quelqu'un que je fréquente un peu professionnellement, tant d'ailleurs avec le bureau d'avocat Legal Street qu'avec l'agence Codelot, puisque c'est Tanguy Verkaren de Legal Village du groupe AXA qui est avec moi aujourd'hui, qui a fait lui aussi le chemin de Bruxelles pour me rejoindre ici à Liège à la Grand Poste. Et oui, je connais Tanguy avec ces deux facettes de mes activités professionnelles et je connais Tanguy de par ses rôles lui-même de leader d'innovation un peu chez Legal Village, des choses qui me parlent particulièrement et qui sont en plein dans la thématique de ce podcast La Franchise en Prime. Mais Tanguy, on va parler de bien d'autres choses, je pense, que de l'innovation chez AXA. Je pense qu'on va parler, je l'espère en tout cas, du rôle du courtage, notamment dans ce contexte d'innovation, peut-être un peu de Brocom, chez qui tu es investi dans le CA. Je sais aussi, et ça j'ai vraiment envie de creuser parce que je veux apprendre à mieux te connaître et je pense que ceux qui nous écoutent aussi, je sais que tu as une vie bien remplie en dehors du boulot. Tu as notamment lancé un beau projet là, associatif dont tu parleras, j'espère. C'est une histoire de panda, j'en dis pas beaucoup plus. Je sais que tu es aussi beaucoup investi dans la grande famille des scouts et peut-être même en politique en cette année 2024 qui est électorale. Mais avant de rentrer un peu dans tous ces sujets, je vais commencer classiquement par te demander de te présenter, mon cher Tanguy. Merci Jean, quelle introduction. Et donc d'abord, oui, c'était un grand plaisir de venir à la Grande Poste de Liège. Je suis très content d'être là, très fier que tu m'aies invité parce que j'ai regardé les personnages que tu as invités avant moi. Il y a du lourd, hein, donc je me suis dit ah ouais non, je suis sur la liste. J'ai pas l'impression qu'on redescende de niveau, je te rassure tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a du lourd. Humblement, quand je vois ce qui est passé avant moi, je me dis ah là, il va falloir faire attention à ce que je raconte. Donc moi c'est Tanguy, j'ai 47 ans déjà, donc je suis pas un jeune lapin. J'ai 3 enfants. Marié, tu as d'ailleurs rencontré mon épouse qui est venue avec moi ce matin pour qui est venue en province. Voilà, Olivia qui avait envie de profiter de la matinée. Et donc voilà, je travaille chez AXA depuis maintenant bientôt 20 ans, donc c'est quand même déjà une grosse partie de ma vie AXA. Comme tu l'as dit, j'ai une vie bien chargée à côté avec pas mal d'activités. On va avoir l'occasion d'en parler et puis d'un long parcours qu'on va certainement aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qui me caractérise le plus, j'ai envie de dire, c'est que je suis un introverti extraverti. Donc tu vas voir, et tu me connais un peu, j'ai vraiment besoin souvent de me retrouver seul pour reprendre mes esprits et pour réfléchir à ce que je veux faire, ce que je veux passer, ma contribution. Et puis après, une fois que je suis lâché, je suis plutôt très extraverti. Et donc, ce paradoxe me définit beaucoup. Donc, ça me permet d'avoir des gros moments de réflexion et puis des moments complètement hors de moi. Et c'est là qu'on se rend compte souvent, hein, Jean. Oui, tiens, ça, je m'empare de ce que tu dis là. Dans ce monde post-Covid, j'imagine que dans un groupe comme AXA, on n'a pas attendu le Covid pour faire des visios et un peu de télétravail. Mais
cette façon de fonctionner que tu as, comment ça se passe dans ce monde où je suppose, pour parfois y participer d'ailleurs en tant qu'externe, mais où tu enchaînes quand même beaucoup de réunions en visio. Alors ça a beaucoup d'avantages la visio, mais c'est souvent plus bref et donc très condensé, donc ça demande beaucoup de concentration. Et quand on les enchaîne, tu arrives encore à caser ces moments de... Mais oui, ouais, mais c'est un bon point. C'est vrai que c'est une toute autre manière de bosser post-Covid. Et en fait, finalement, moi, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Sincèrement, je sais que je suis un ovni. Enfin, je suis pas un ovni parce que je crois que beaucoup de gens ont trouvé leur bonheur. On l'ignorait avant, mais cette capacité de pouvoir aller au bureau les jours où on veut. Donc moi, je suis 2-3 jours par semaine au bureau et 2-3 jours à la maison ou sur le terrain, chez les courtiers ou comme ce matin. Donc je suis plutôt moitié-moitié. C'est un rythme qui me convient très bien. Comme j'ai dit, j'ai besoin de ces moments d'introversion. Donc moi, je me lève le matin à 6h du matin, je vais courir. Et quand je vais courir, c'est 45 minutes. Je prépare toute ma journée, il y a toutes mes idées qui se mettent en place, donc j'ai vraiment mon moment à moi, mon moment de réflexion. Je reviens à la maison, j'allume mon PC, je commence à bosser, et c'est vrai que les journées à la maison, on passe vers 8h15, 8h20, ça commence, et à 18h, 18h30, il y a encore les derniers coups de téléphone, avec une petite pause de 1 demi-heure, 45 minutes max à midi. On descend 2 fois chercher un café, et puis la journée, on est assis. Donc une journée à la maison, elle est beaucoup plus... elle est beaucoup plus dense qu'une journée au bureau. On n'a pas ces moments de discussion avec les collègues, on n'a pas ces moments pause café, machin. Non, à la maison, c'est vraiment très dense, mais il y a une cadence qu'on prend qui est très agréable parce qu'en fait, on switch. Moi, je suis hyper concentré, je switch d'un dossier à l'autre, d'un projet à l'autre. Alors, c'est clair qu'on est multitask, hein, donc tu as une réunion en parallèle et c'est pas toujours positif, mais en même temps ça permet vraiment d'avancer. Tu fais ton petit mail qui va bien, tu fais le petit feedback, on est sollicité, tu as un WhatsApp qui rentre, tu as un Teams qui rentre, tu es toujours en train d'écouter une réunion dans laquelle tu dois peut-être intervenir. Tu as tes mails qui rentrent et tu es en mode pilotage. Là, tu as tes 2 écrans devant toi et tu passes toute ta journée en mode pilotage. Tu n'as pas le temps de prendre beaucoup de recul. Hein. Tu es vraiment au charbon. Et finalement, c'est hyper efficace parce que tu es concentré et tu tergiverses pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est bam, bam, straight bam, to the point. Straight to the point. Il faut être pragmatique. On te pose une question, tu n'as pas le temps d'attendre. Tu n'as pas envie d'attendre pour donner la réponse. Tu y vas tout de suite. Tu es dans... C'est même pas de l'improvisation parce que comme tu t'es mis avec une réflexion le matin, tu as quand même une vision, tu sais vers où tu vas. Donc, les petites décisions, tu les prends hyper vite. C'est comme les mails y rentrent. Moi, j'essaie quand je suis à la maison, en tout cas, le soir, ma mailbox, elle est quasiment vide parce que tu prends le temps qu'il faut, mais tu traites ça très rapidement, tu vas très vite. Et donc, c'est hyper dense, c'est hyper concentré, mais c'est hyper efficace. Ça marche, pourquoi ? Parce que tu as les autres jours où tu es au bureau, qui sont des jours où le temps est plus long, où le temps est plus zen, j'ai envie de dire. Alors, zen, si mes collègues m'écoutent, ils vont me dire, mais enfin, il est complètement dingue. Zen n'est peut-être pas le mot, mais pour moi, oui, parce que c'est un temps plus long. Tu as le temps de la réflexion, tu as le temps du partage, tu as le temps de la discussion, tu as le temps, effectivement, d'une réunion à l'autre. Tu traverses le corridor, le couloir, tu vas prendre un verre d'eau, tu parles avec... ça peut être avec ta boss, ça peut être, enfin, moi, en l'occurrence, ça peut être avec un collègue. Tu remets les choses en place. Et c'est hyper constructif en fait. Et donc, c'est l'alternative des deux, de ces journées denses à la maison et de ces journées au temps plus long au bureau, qui marchent vachement bien et donc qui te permettent de te ressourcer. Et puis après, ça, chacun fonctionne comme il est fait. Mais moi, si j'avais pas ton petit run le matin, et l'alternance des deux, je tiendrais pas. Et puis après, comme je te l'ai dit, j'ai une vie assez active en dehors du bureau. Ça me permet aussi, une fois que je coupe par contre mon laptop, je coupe mon laptop, quoi. Je passe à autre chose et ça, je me vide la tête très vite. Ce contraste entre les deux qui te permet d'avancer. Mais en même temps, toi, t'as pas le choix aussi d'avoir cette alternance et peut-être que 2-3 jours sur place, c'est peut-être plus que la moyenne parce que en tant que, sauf erreur, tu as une partie de ta fiche fonction, je vais dire, qui est du management. Tu peux pas ne pas être là une demi-semaine. On est d'accord. Tiens,
ton rôle finalement chez AXA, c'est une bonne question, au-delà des longues descriptions en anglais des types de fonctions. Voir mon LinkedIn. Hein, ouais, il y a pas mal, il y a pas mal de descriptions de fonctions sur les dernières années. Ouais. Si tu résumes un peu, allez, justement les fonctions clés par lesquelles tu es passé et là où tu en es aujourd'hui. Ouais, celui qui connaît pas bien Tanguy Verkaren, il dit c'est qui lui chez AXA au Legal Village exactement? Ouais, il va voir mon LinkedIn, hein, il a tout. Oui, donc il aura la même question que moi en mode course. En gros, ouais. Donc là, tu m'embarques sur un autre domaine. Donc aujourd'hui, ma casquette d'aujourd'hui, elle est double. Hein. D'un côté, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Jean, je suis responsable de Legal Village. Donc Legal Village, c'est la marque de protection juridique d'AXA en Belgique. Donc c'est principalement une équipe qui fait quoi? Qui fait de la gestion de produits, qui fait de la gestion commerciale. Donc j'ai les field underwriters qui sont sous les terrains, c'est les souscripteurs de terrain en fait, qui sont donc des technico-commerciaux qui animent les courtiers et qui ont des pouvoirs de dérogation sur le terrain. On a tout le marketing, on a tout le digital. Derrière, il y a la gestion sinistre et la gestion des opérations qui, elles, sont décentrées chez AXA. Et donc ça m'occupe, j'ai envie de dire, sur la fiche, c'est 50%. Dans la réalité, c'est un peu plus, hein, on va dire, c'est plutôt 70-75% de mon temps sur Legal Village. Parce que, d'une part, il y a la passion. Et donc, c'est vrai que naturellement, c'est mon petit bébé, il y a quelque chose à aller faire. À chaque fois, c'est une équipe qui est magique, avec laquelle j'adore bosser. Et donc, il y a une émulsion, il y a quelque chose qui se passe. Là, chez Legal Village, c'est une petite PME au sein d'AXA. Donc, on a vraiment, je dis PME, c'est presque start-up en fait. On est en mode start-up en permanence. Et c'est hyper enrichissant. Et puis, les 50 autres pourcents qui prennent peut-être que 25 dans mon temps, malheureusement, mais parce que il y a 100%. Je suis responsable de tout ce qui en retail n'est pas l'auto et l'habitation. Donc c'est du product management, ça plus. Donc j'ai une équipe de product management. Donc on parle de tous les produits qui soient les accidents de la vie privée, le voyage, toutes les RC. Donc voilà. Donc mais ça c'est vraiment une activité de product management. Mais là aussi où il y a un énorme challenge puisque AXA est une grosse boîte avec des blockbusters qui sont l'auto, l'habitation. Et puis, sur ces risques, on les appelle les risques divers. Ces risques divers, comme le nom l'indique, ils sont assez hétérogènes et il n'y a pas vraiment aujourd'hui une ligne de conduite directe sur ces produits. Donc, il y a un challenge à rassembler tout ça, à mettre de la cohérence, à donner une vision à cette partie du business. Et donc, ça, c'est la deuxième partie qui m'occupe et qui franchement, est passionnante aussi, qui est balbutiante et qui va devenir quelque chose. J'en dis pas plus parce que c'est in the making, comme on dit. Tu reviendras alors. Je reviendrai. Mais il y a vraiment un chouette projet qui se dégage et là aussi avec une équipe fantastique, donc une émulsion intellectuelle qui moi m'enrichit énormément. Donc j'adore. Et donc voilà, ça c'est la position aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, oui, il y a tout un passé derrière pour y arriver. Peut-être qu'alors je dois repasser dans l'autre sens et dire je suis arrivé chez AXA un peu par hasard. Oui, ça m'intéresse évidemment. C'était en 2005. J'étais consultant à Luxembourg dans un bureau de consultance, ce qui me plaisait bien. Je faisais de la gestion en supply chain, donc rien à voir avec la banque ou l'assurance, rien à voir avec le service financier. J'étais dans les grosses industries lourdes à Luxembourg et on est venu me trouver pour me proposer un job de chef de projet à la banque, puisqu'à l'époque, AXA avait encore une banque, c'est fini aujourd'hui, une banque qui était, AXA Bank, qui était basée à Berchem, à Anvers. Et je ne sais pas si tu te souviens, en tant que juriste, il y a un gros projet qui s'appelait BAL 2. Alors, on est déjà passé à BAL 3 entre-temps, mais qui était un projet régulatoire. C'est bien, moi, c'est surtout la circulation routière. Bon, on fait le droit des assurances, mais là, c'est peut-être un peu trop macro pour nous. Mais donc, voilà. Et donc, en fait, on est venu me chercher pour gérer le projet à la banque, le projet BAL 2 à la banque. Pour moi, c'était c'était une super opportunité, aussi une opportunité de revenir en Belgique, de m'inscrire dans une vie belge, arrêter de faire la navette. Et je suis rentré chez AXA en me disant, un grand groupe comme ça, moi, 2 ans maximum, j'ai trop la bougeotte. Mais bon, voilà, 2 ans, c'est chouette, c'est un bon compromis. Je suis là depuis 17 ans, 18, ouais. Ah ouais. Donc, et j'ai fait tellement de choses, en fait, si je regarde, tu l'as vu sur mon LinkedIn, tous les 3-4 ans, mais presque plutôt tous les 2-3 ans,
j'ai changé de fonction, j'ai eu une réorientation. Ça se passe comment ça c'est un peu dans l'ADN de la boîte où on évolue et nécessairement c'est des opportunités qui se présentent ou ça dépend vraiment des personnalités des uns et des autres, de se dire bon ben voilà, j'ai peut-être fait un peu le tour de la question, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés dans tel service plus ou moins commercial, plus ou moins product, plus ou moins sinistre a priori là t'as quand même jamais vraiment été de ce côté-là, mais enfin on se comprend. C'est quoi le déclencheur dans ces cas? Il y a un peu des deux. D'abord, un gros groupe comme AXA fonctionne par mobilité interne. Hein. Je crois que c'est une volonté, une volonté de culture d'entreprise. On est plus fort quand on a bourlingué, qu'on a été voir 2-3 endroits de l'entreprise. On est aussi plus motivé parce qu'on sait qu'on a la possibilité d'aller voir ailleurs. Donc, au niveau évite le cloisonnement qui est peut-être parfois un risque de bien connaître vraiment une toute petite partie de cet énorme groupe sans être en mesure d'être efficace et de comprendre le fonctionnement des autres services, des autres collègues, rien de tel que la mobilité interne. Alors. Exactement. Et donc la mobilité interne est assez fortement mise en valeur. Et puis après, ça dépend un peu de chacun. Hein. T'as des gens qui ont plutôt des cycles à 10 ans, et puis il y a des gens qui ont plutôt des cycles à 2 ans. Ça dépend de ce que tu as envie de faire, ça dépend aussi des opportunités, parce que parfois tu as envie de faire quelque chose, mais bon, il faut qu'il y ait le job ouvert. Donc il y a un facteur chance qui joue aussi. Moi, le facteur chance, il a joué pleinement pour moi, donc j'en suis très très reconnaissant. Et je m'estime vraiment très heureux et très chanceux. Moi, je remercie souvent. Je ne vais pas me mettre à genoux non plus, mais je remercie souvent la chance, la vie professionnelle que j'ai reçue. Alors, elle est encore longue, je suis a priori à la moitié seulement, donc il y a encore une moitié. Mais quand je vois tout ce que j'ai déjà fait, si elle peut être au moins aussi riche dans sa deuxième partie, ouais, mais alors là, je resigne des 2 mains tellement c'est agréable de pouvoir être en permanence stimulé. Ah, c'est sûr que si le toi de 2005 t'entendait parler aujourd'hui, alors que tu venais pour 2 ans, c'est quand même génial, évidemment, avec le coup d'œil dans le rétroviseur. Je reviens sur quelque chose que tu as dit il y a un instant qui m'a bien titillé, c'est voir Legal Village comme une PME dans le grand groupe, surtout pour toi qui est à la tête de l'équipe, qui a notamment en charge les aspects marketing dont tu as parlé, mais aussi les questions d'innovation. Est-ce que vous, avec l'équipe, parvenez vraiment à profiter de l'agilité qu'une start-up ou une PME peut avoir, tout en ayant quand même à respecter les contraintes d'un grand groupe, parce que bon, j'imagine que on peut voir peut-être Legal Village comme un laboratoire justement d'innovation pour AXA, mais il faut quand même bien respecter le reste. Comment ça fonctionne tout ça au niveau de l'équilibre à trouver? Oui, alors c'est un équilibre. Le mot c'est un équilibre. Tu sais, t'es on the edge et il faut en permanence trouver le bon, le juste milieu. Donc tu as d'un côté le côté PME, start-up, on est au taquet tout le temps. Enfin, de nouveau, je remercie mes collègues, c'est canon, j'ai une équipe canon. Tout le monde est vraiment hyper motivé et plus que motivé, tout le monde y met vraiment du sien. Tout le monde a envie de faire avancer la boîte, faire avancer le principe et le concept, aller vers cette vision qu'on a. Et donc, tu as une émulsion de dingue. Et ça, c'est le côté PME. On ose un peu tout. Et puis, tu as les moyens du grand groupe. Les moyens du grand groupe, c'est des moyens financiers. Alors, effectivement, il y a pas de secret. Il y a des moyens, mais en même temps, il faut pouvoir les justifier, il faut pouvoir les prouver. On a des comptes à rendre, donc on n'est pas non plus... le robinet, il est loin d'être ouvert. Hein. Si on pouvait, on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a cet effet bénéfique du grand groupe, c'est un effet levier. Effectivement, demain, on veut parler au réseau de courtage. Eh bien, AXA a une empreinte sur le réseau de courtage qui est assez énorme. On en profite pleinement. Alors, est-ce que c'est facile d'en profiter et d'avoir AXA? Ça, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté de la barrière, ou en tout cas de l'équilibre à trouver, c'est qu'effectivement, Legal Village, c'est tout petit, c'est une goutte d'eau dans l'univers AXA. Et donc, on n'est pas toujours la première priorité, même loin de là. On n'a pas toujours facilement accès à toutes les facilités du grand groupe. On doit rendre des comptes qui parfois sont
sont énormes pour nous. On a on doit rentrer dans des processus de contrôle qui par rapport à notre taille, par rapport aux enjeux, nous paraissent, nous, énormes, nous coûtent énormément d'administration, énormément de temps, que peut-être nos concurrents n'ont pas. Voilà, ça c'est l'inverse, c'est le revers de la médaille. Donc tu le connais bien puisqu'on travaille ensemble sur les questions de sécurité informatique ou autre. AXA, pour des raisons mondiales, en fait, est hyper prudent et c'est logique et c'est hyper plutôt rassurant. Hein. Mais on a des niveaux de contrôle qui sont énormes comparés au reste du marché ou en tout cas aux entités de notre taille. Et donc voilà, donc ça c'est le revers de la médaille. Parfois tu dis on est, je vais pas dire plus catholique que le pape parce que c'est pas ça. On a des niveaux d'exigence qui sont hyper élevés et qui nous coûtent du temps, qui nous coûtent de l'argent. Voilà. Maintenant, c'est des niveaux d'exigence, comme tu dis, et s'agissant d'un groupe mondial coté, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas photo, les règles prudentielles, c'est pas juste pour embêter tout le monde. Maintenant, c'est aussi un gage de qualité quelque part, parce que avec ces règles de sécurité, de sécurité informatique notamment, c'est aussi s'assurer que parce que le fonctionnement start-up très agile, etc. Parfois, ça mène aussi sur des choses qui sont peut-être moins fiables, moins solides. Donc c'est l'équilibre dont on parlait. Alors oui, ça peut être vu comme le revers de la médaille, mais c'est un revers inévitable. En tout cas, c'est vrai que moi, je peux témoigner pour les projets qu'on a eu la chance de faire avec Legal Village, avec l'agence Codelo, notamment sur des choses qui sont pas si anodines. Récemment, Legal Village a mis en ligne des outils en matière de circulation routière. Que effectivement la collaboration a été très fluide et j'ai pas du tout eu l'impression de travailler nous qui sommes une petite agence digitale locale avec un grand groupe écrasant et avec des process hyper longs. D'ailleurs, on a été super vite et c'était bien agréable de travailler ensemble. Donc je confirme le côté PME et start-up plutôt de Legal Village. Au niveau des projets d'innovation sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler, est-ce qu'il y en a peut-être qui deviennent comme ça, qui sortent peut-être du lot, où tu te dis justement, là, c'est vraiment quelque chose dont moi je suis fier en tant que manager, en tant que responsable. C'était peut-être pas gagné d'avance et donc c'est une belle réussite, soit en termes de résultats concrets vis-à-vis des assurés, vis-à-vis du courtage, je sais pas. Et peut-être, comme ça je te laisse le temps de réfléchir, un autre où je dis pas que je te demande de mettre en avant un échec, mais un projet où là tu te dirais par contre ça a été plus compliqué, on a peut-être fait un mauvais choix dans le sens on a cru pouvoir faire tel type de projet mais finalement c'est pas pour nous, que sais-je. Voilà, t'as compris. Ouais, tout à fait. Du positif. Je vois où tu veux en venir. Ouais. Non, mais essaye juste de ne pas me mettre dans les échecs s'il y a moyen. Ah, attends, mais c'est ça. Ah oui, alors attends, tu dois changer. Je dois rebobiner. Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on a commencé Legal Village, alors avant Legal Village, ça s'appelait LAR, les assurés réunis. Les assurés réunis, ça c'est pour les anciens. Après, mais j'étais déjà avocat en 2004. Je me souviens très bien de LAR. Et donc en fait, on avait, c'est mon tout premier projet d'ailleurs, quand je suis arrivé chez LAR à l'époque, j'avais une casquette transfo. Donc c'était vraiment une manière de voilà, le mandat que j'avais, c'était revoir les possibilités digitales, revoir les possibilités de croissance, voir comment est-ce qu'on peut shifter LAR vers une boîte moderne et une boîte qui génère de la croissance. Et avec le management à l'époque, on était persuadés qu'on pouvait faire la même chose que ce que AXA a lancé avec son site internet, c'est de la vente en ligne couplée avec un courtier. Donc, c'est quoi ? Tu vulgarises ton produit, tu fais un sales flow en ligne, tu essaies de simplifier au maximum ton produit, bien entendu, et tu simplifies au maximum ton sales flow, et à la fin du sales flow, le client s'adjoint à un courtier. Donc, c'est le principe de base chez AXA, on est une compagnie courtage et ça restera le cas. C'est pas du direct. C'est pas du tout du direct. Par contre, il faut évoluer dans ce monde digital. Et donc, il faut trouver une manière d'aller vers ce que veut le client, c'est-à-dire du service en ligne,
toujours avec le conseil du courtier. Et donc, on s'était lancé dans l'aventure. Je ne dis pas de bêtises quand je dis 2018, 2019. Et donc, à ce moment-là, on était parti en disant, la PJ, c'est un produit magnifique à digitaliser. On fait un sales flow, on travaille sur le produit. On fait un produit modulaire où le client peut facilement, selon nous, s'adjoindre des modules pour créer son propre package sur mesure. Et puis, à la fin, il s'adjoint un courtier et banco. En fait, pas du tout banco. On était soit précurseur beaucoup trop tôt, soit, et c'est plutôt moi mon point de vue. Oui, parce que, je te laisse finir, mais en termes d'expérience client, j'ai quand même l'impression, en tout cas aujourd'hui, on est presque 7 ans plus tard, c'est une demande claire du marché du consommateur, me semble-t-il. Oui, mais ça dépend des produits. En fait, on a appris, et c'est très intéressant, mais on a appris de certains consommateurs. L'APJ est un produit compliqué, en fait. C'est un produit qui doit se vendre, et d'où le rôle du courtier sur ce produit-là, encore plus que sur les autres produits. C'est vraiment un produit que tu dois amener chez ton client. C'était avant les incitants fiscaux, en plus. Oui, bien sûr, c'était avant la loi Gaines. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, on s'est vraiment rendu compte que d'une part, les clients n'étaient pas attirés par ce type de produit en ligne, et d'autre part, les courtiers n'étaient pas intéressés parce qu'en fait, ils voulaient pouvoir choisir leur client PJ, parce que la PJ, c'est quand même très particulier, c'est très atypique comme type de produit. Et donc voilà, donc ça, c'était une belle histoire parce que ça nous a obligés à réfléchir de fond en comble à notre stratégie digitale. C'est balbutiant à l'époque. On est vraiment au tout début. Je te dis, ça s'appelle encore LAR, ça s'appelle pas encore Legal Village. D'ailleurs, le concept, le site internet, on l'avait appelé The Legal Village, The Legal Village. C'est là que le nom est arrivé, en fait, en disant, il y a un côté un peu digital, ouvert vers le consommateur, avec c'est un village, parce qu'il y a le courtier, il y a l'assureur, il y a l'assuré, il y a les avocats. D'ailleurs, je tiens à préciser que mon cabinet d'avocat Legal Street n'a absolument rien à voir, et le nom a été choisi de manière tout à fait indépendante, puisque ça veut dire le droit de la route, Legal Street. Mais oui, bien sûr, Jean, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? T'es un beau parleur. Non, c'est vrai. Ça va dans les deux sens. C'est le droit de la route ou le chemin vers le droit. Le Legal chemin Street, vers le tu droit. vois. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Les deux ne sont pas incompatibles. Non, tout à fait. Non, maintenant, pardon. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, j'allais dire, c'est vrai que je dis que ce type de produit répond à une attente de certains consommateurs, en tout cas, mais pour prendre un peu le contre-pied de ce que je dis moi-même, beaucoup d'études démontrent, et c'est évidemment très rassurant pour les courtiers, je trouve que c'est même source d'opportunité, que on revient à ce concept de courtier digital. Oui, il faut de l'expérience digitale en ligne, mais le rôle de conseil du courtier reste évidemment déterminant, et peut-être encore plus, comme tu le disais, en protection juridique, parce que on parle de protection, de défense. Moi, dans notre quotidien au bureau d'avocat, je le vois bien, les courtiers, en tout cas, bien investis, les courtiers qui assument leur rôle, qui sont pas trop passifs, il y en a peu, mais il y en a. Donc les courtiers qui sont bien investis, on a énormément de contacts avec eux. Ils jouent leur rôle d'intermédiaire, pas uniquement entre la compagnie PJ et l'assuré, mais aussi avec les partenaires externes comme avocats, experts ou autres. Et c'est là où il faut encore trouver, on parlait d'équilibre tout à l'heure, l'équilibre entre la bonne dose d'expérience digitale et l'importance de garder ce rôle d'intermédiaire, de conseil, d'expert du courtier, surtout pour une compagnie qui prône et qui revendique l'indirect, enfin le rôle de l'intermédiaire courtier, quoi. Oui, tout à fait, ouais, c'est clair. Mais donc voilà, ça c'était c'est le début de notre aventure digitale. Excellent. Je voulais encore te demander, toujours dans ce domaine d'innovation digitale, est-ce que vous travaillez avec des partenaires InsurTech, soit en mode, je veux dire, là je parle de produits InsurTech, vraiment des boîtes cette fois-ci vraiment en mode start-up qui ont identifié des besoins d'assurés ou de courtiers ou des pain points, comme on dit dans le domaine des startups, justement, donc des points de friction, des problèmes rencontrés soit par les assurés, par les courtiers, et qui l'ont fait de manière isolée, donc c'est vraiment leur core business. Est-ce que il y a ce type de partenaires avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, plutôt que de vouloir, ou peut-être vous voulez tout faire vous-même? C'est quoi là aussi peut-être l'équilibre que vous trouvez entre
on est un gros groupe, donc on peut se permettre de faire des choses en interne, mais d'un autre côté, on va pas aller faire développer ou créer nous-mêmes ce qui existe peut-être déjà. Ouais, c'est une bonne question. Alors, effectivement, et là, je reviens à l'équilibre AXA Legal Village. AXA travaille avec beaucoup d'insurtech, mais comme c'est un grand groupe, un groupe mondial qui plus est, on a du sourcing international. Donc, on a quand même une série d'outils maison sur lesquels on se base. Donc, c'est très riche. Tu as à la fois les outils maison qui sont très riches et à la fois le flux d'insurtech avec lesquels le groupe travaille qui est assez riche. Et puis, il y a Legal Village en tant que tel. Et Legal Village, on ne va pas tellement travailler avec des insurtech, quoi qu'on travaille sur notre front-end avec une insurtech. Mais on travaille beaucoup avec des legal tech. Hein, donc, alors, est-ce que Codelo est une legal tech? Comment est-ce qu'on le... Nous, on se qualifie de Insurance and Legal Designers. Voilà, ça c'est la tagline. Donc du coup c'est plus sérieusement c'est un peu les deux, c'est InsurTech, LegalTech. Maintenant nous on est en mode agence digitale, donc on fait du service, on accompagne, on aide. On n'a pas un produit justement je sais pas moi, un comparateur ou de l'aide intégrée dans Brio, que sais-je, plutôt dans une couche de service. Non mais voilà, oui, mais donc vous faites partie de notre écosystème et donc je dois faire attention, vous n'êtes pas tout à fait une LegalTech. What's in a name, hein, il faut, un peu des deux. Non, mais sinon, effectivement, on a une série de... Et ça, c'est donc, tu me demandais tout à l'heure mes fiertés digitales. Ça, c'est quelque chose sur lequel toute l'équipe, on est hyper fiers. Tu vas sur notre site internet legalvillage.be. Tu as, tant pour le particulier que pour l'entreprise, toute une série de services juridiques qui sont offerts sur notre site. Qui ne sont pas sourcés en interne parce qu'on n'a pas la capacité, parce qu'on veut que ça évolue plus vite et simplement parce que ça existe dans l'écosystème LegalTech. On a été épuisé dans l'écosystème LegalTech des services. Je peux les citer ou pas? Bien sûr. Tu as du recouvrement de dettes, eh bien voilà. On a une LegalTech qui se trouve à Gand, qui fait ça pour nous. Hein, elle s'appelle Unpaid. Donc on l'a intégré dans notre réseau et donc on propose ces services sur notre site internet et donc ça te permet pour un entrepreneur de récupérer des créances non payées pour autant qu'elles soient. Enfin, il y a une série de critères. Il faut être assuré Legal Village. Non. Alors oui, alors ça c'est important. Je suis pas venu aujourd'hui pour faire ma pub, pour vendre ma soupe, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Les services juridiques sont vraiment à disposition de tout le monde. Pas que de nos assurés, tout le monde. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, c'est un village, hein, Legal Village, c'est l'accès au droit. L'accès au droit doit être simplifié pour tout le monde. C'est également une manière d'aider les non-assurés et de comprendre tout l'intérêt éventuellement d'être assurés, parce qu'effectivement, les services juridiques ont quand même une portée assez limitée. Elles peuvent dépanner, et elles dépannent beaucoup de gens qui n'ont malheureusement pas leur protection juridique. Mais effectivement, à portée limitée. À portée limitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une manière pour nous de faire comprendre que on peut aller plus loin, que une garantie d'assurance peut te protéger beaucoup mieux qu'un service one-shot. Mais ces services one-shot sont super utiles pour plein d'entrepreneurs. Donc, on a également le service My Legal Expert. Là aussi, on travaille avec une Legal Tech. Et là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est une petite app dans laquelle, quand tu as un problème juridique, tu veux poser une question, tu as besoin d'un avis juridique, d'un avis d'avocat, mais tu n'as pas de PJ. Tu peux prendre rendez-vous avec un avocat en ligne. L'avocat, donc il y a un calendrier, comme chez le coiffeur, hein, tu prends ton rendez-vous en ligne, et puis tu le payes avec ta carte de crédit en ligne. Et au moment du rendez-vous, l'avocat t'appelle. Entre-temps, tu as pu lui poser les questions et tu as pu aussi uploader des documents. Si c'est l'analyse, tu as reçu une mise en demeure et tu comprends rien à la mise en demeure. Tu la scannes, tu l'envoies dans le système. L'avocat chez nous a le temps de la lire, de comprendre l'enjeu. Le jour dit, l'heure dite du rendez-vous, il te rappelle et il te dit monsieur Jean Marot, la lettre en demeure, voilà ce qu'elle dit, voilà pourquoi vous êtes mis en demeure, voilà ce que je vous conseille comme système de défense. Et donc, le temps d'un appel téléphonique, tu as un avis juridique qui est structuré, qui est structurant pour l'avenir. C'est un véritable consultation en ligne. Exactement. Et c'est vrai que pour un assureur protection juridique,
On connaît la différence entre la gestion amiable et puis le mandat de l'avocat. C'est peut-être une situation un peu intermédiaire, même si on n'est pas dans le cadre d'une police puisque c'est accessible à tous en ligne. Mais enfin, c'est bien. Ça permet à Legal Village de venir un peu proposer un service entre les deux. Voilà, ouais, tout à fait. Et on peut d'ailleurs citer Frédéric Deschamps puisque c'est lui qui est derrière, la Legal Tech en question, c'est Frédéric que je connais bien, donc l'ex4you, qui a d'ailleurs été cité dans le dernier épisode avec Bruno Lambotte. Donc on ne parle vraiment plus que de lui ici. Il faudra que je l'invite, c'est ce que j'allais dire. Mais non, c'est sûr que c'est vraiment intéressant comme façon de fonctionner. Et puis pour vous, évidemment, c'est aussi à revendiquer. C'est une porte d'entrée, évidemment, vers Legal Village. C'est une façon de faire connaître la compagnie sur base de services aussi proposés. Donc oui, parce que tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est avec ces services, tu fais vivre en fait, tu fais vivre un écosystème juridique, ce qui en fait n'existe pas vraiment dans le marché. Et donc, tu as parlé de Frédéric Deschamps. Il a aussi créé à l'époque, en son temps, mais il a vendu une autre start-up avec laquelle on collabore aussi, qui met à disposition des documents juridiques en ligne. Ouais. Lawbox. Voilà, Lawbox, qui est maintenant une boîte qui a quand même pignon sur rue, qui est un peu plus importante, mais qui à l'époque avait du mal, enfin voilà, comme toutes les startups, devait trouver un accès au marché. Mais grâce à Legal Village et derrière le groupe AXA, tu accélères leur mise en full speed, en vitesse. Ouais. Je sais pas pourquoi je mélange de non, mais c'est bien, c'est le côté micro. Non, mais c'est le côté innovation. Voilà, bien. C'est ça. Et donc, en fait, on leur donne cet accès au marché. Ça permet, en fait, simplement, nous, d'être une plateforme d'échange. La startup vient avec un produit qui est hyper intéressant. Nous, on a une base de clients, on génère du trafic, aussi de non-clients, de gens qui ont un problème juridique, qui vont sur Google, qui posent la question. Ils arrivent chez nous, ils ont une réponse à leur solution. Voilà. Oui, en termes d'expérience client, que l'utilisateur du service en ligne soit assuré ou pas, dans les deux cas, c'est une expérience client réussie. S'il est assuré, il va se dire c'est génial, c'est une plus-value que m'offre mon assureur. Exactement. Et s'il n'est pas assuré, il va se dire tiens, ici il y a peut-être un service que je trouve pas ailleurs. Donc dans les deux cas, ça me paraît des choix gagnants. Et puis ça permet aussi, c'est peut-être pas l'objectif prioritaire, mais enfin ça permet aussi de communiquer un peu sur ce que Legal Village fait en termes d'innovation. Et bon, on sait aujourd'hui que la communication, le marketing, c'est clair, c'est important. Et ça m'offre d'ailleurs une magnifique transition puisque j'ai effectivement jeté un petit coup d'œil à ta fiche LinkedIn et j'ai découvert que tu es board member, que tu es membre du conseil d'administration de Brocom, qui est, sauf erreur, parce que moi qui ai quand même un pied dans le monde de l'assurance, mais enfin je suis pas courtier, je travaille pas en compagnie, il faut quand même s'y retrouver au niveau des différents acteurs, Feprabel, Brocom. Moi je commence à y voir clair, mais tu es donc dans le CA de Brocom, pas de Feprabel, hein, d'accord? Oui, tout à fait. Ce sont sauf des courtiers alors qui vont plutôt être membres du CA, ou il y a aussi des compagnies qui sont... Voilà, tu m'expliques tout. Je vais y voir clair. Elevator pitch, tu as 1 minute pour que je comprenne tout sur le fonctionnement et l'équilibre des structures. Feprabel, c'est la Fédération des courtiers francophones. Donc c'est une grosse fédération qui regroupe en fait l'ensemble des courtiers qui le souhaitent. C'est pas du tout comme toute fédération. L'affiliation n'est pas obligatoire, mais enfin, je connais pas les chiffres, mais une grosse majorité des courtiers francophones font partie de Feprabel. Côté Nord, tu as plusieurs fédérations, mais la plus importante, c'est FVF. Donc, c'est le Feprabel néerlandophone. Pour simplifier, je simplifie énormément. Et si mes collègues et amis de FVF... disons que tu n'expliques que pour moi. Ils vont dire que je simplifie à outrance. Mais voilà, c'est la plus grosse fédération de courtage côté Nord. Les deux fédérations se sont rencontrées il y a quelques années pour se dire mais il faudrait qu'on ait un bras armé marketing commun pour, d'une part, vulgariser le milieu du courtage, la syntaxe, parce que c'est vrai que nous, on est dedans, mais pour le commun des mortels, la plupart des concepts d'assurance sont un peu compliqués à comprendre. Et donc voilà, donc Brocom est né de ce point de départ, de créer une agence marketing, une plateforme marketing pour faire la promotion du courtage, la promotion du courtier.
s'adjoignent alors à Brocon les compagnies d'assurance. Et donc, effectivement, on se retrouve tous ensemble autour d'une table d'un conseil d'administration. Alors, il y a les plus grands assureurs, dont AXA fait partie, mais pas que. Et puis, il y a les plus petits, comme les Gal Village, où on a un plus petit siège, mais on est quand même autour de la table. Et donc, on définit ensemble la vision de Brocom, les moyens pour y arriver, les actions marketing. Donc, il y a un sous-groupe, il y a une commission marketing qui fonctionne assez bien. J'ai eu l'occasion d'y participer pas mal ces dernières années. Maintenant, j'y vais un petit peu moins. C'est plutôt Hill, tu as rencontré Hill dans mon équipe, qui participe à ce groupe de travail. Okay. C'est hyper enrichissant parce qu'en fait, ça permet de rencontrer des gens du marché qui sont bien souvent des concurrents. Mais ça permet de rencontrer aussi les courtiers et tout ce petit monde quand on est ensemble et qu'on fait un workshop de marketing, eh bien on enlève tous notre compagnie, notre casquette compagnie et on prend une casquette courtier, une casquette Brocom et c'est assez sympa parce qu'en fait on est tous ensemble dans la même direction, c'est la promotion du courtier. Donc on définit ensemble la vision, je l'ai dit, mais très pratico-pratique aussi, on participe à l'élaboration des campagnes de publicité. Et je découvre que Brocom est relativement jeune alors, si je t'ai bien suivi. Peut-être pas tant. Par contre, ce qui est encore relativement récent pour l'observateur que je suis, c'est le check My Courtier. Mon courtier, c'est pas si vieux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que je vois ça depuis des années. Tu me poses une colle, j'ai pas été voir la date. En tout cas, je te pose une colle. Je t'avais dit que je finirais par te surprendre. Non, mais enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis toujours, en tout cas. Non, mais c'est un marketing fort parce que tout le monde le connaît, le check. Voilà. Et justement, je trouve que ça, c'est une véritable réussite et les campagnes les plus récentes, je pense qu'il y en a d'ailleurs de nouvelles qui arrivent, qui parviennent à réussir ce challenge qui est pas si évident pourtant de mettre l'accent sur le courtier, c'est votre expert, c'est votre conseiller, il est là pour vous. Je trouve que c'est vraiment réussi, que ce soit dans les capsules vidéo, donc dans les véritables spots publicitaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, je vais y arriver, ou en TV. Donc ça, c'est chouette d'apprendre que ça vient d'un effort commun du monde du courtage et des compagnies qui, comme tu le dis, font cet effort de mise en commun de l'effort marketing, parce que je trouve que c'est vraiment réussi. Non, ça marche bien, oui, effectivement. Et donc depuis l'année dernière, on a ajouté d'ailleurs un jingle sonore. Donc il y a le check qui est l'identité visuelle, et maintenant tu as une identité sonore. Qui revient à chaque fois, parce qu'effectivement le monde évolue, on passe de plus en plus à... Bon, il y a la radio, mais il y a aussi sur les médias sociaux. Tu as le puis je vois moi qui suis dans les flots d'échanges mails, notamment en tant qu'avocat, simplement les signatures de mails des courtiers avec des bandeaux qui sont... Je trouve que c'est vraiment une belle force de frappe et l'effort marketing. Mais c'est hyper important. Tu sais que la Belgique, donc AXA est un groupe mondial, hein, je te le cache pas. Je l'avais en tête. Tu l'avais en tête, ouais. Et c'est assez marrant parce que quand on a des discussions internationales, on se rend compte qu'en fait, la Belgique est le seul pays au monde à être autant porté sur le courtage. Et ça, c'est vraiment ancré dans notre culture en Belgique. Le Belge veut du courtier, veut avoir un courtier qui le conseille, mais aussi qui l'assiste en cas de sinistre. Et c'est hyper logique. Nous, c'est ancré dans notre culture. On ne pourrait pas faire sans le courtier. Alors, les banques assureurs ont quand même pris une part de marché, mais fondamentalement, toutes les analyses cette année encore ont bien confirmé que à plus de 90%, les gens voulaient un courtier. Et donc, il y a un réel avenir pour le courtage en Belgique. Et c'est vraiment un luxe que nous, on peut se permettre par rapport à d'autres pays, c'est d'avoir cette personne, alors j'allais dire cet homme, mais c'est bien souvent maintenant des femmes, et c'est tant mieux. Donc, ce partenaire, en fait, hein, que tu sois avec ta casquette père de famille ou avec ta casquette chef d'entreprise, dans les deux cas, tu peux pas gérer tout dans ta vie. Et donc, avoir quelqu'un dont le métier c'est de connaître toutes les polices d'assurance et de te conseiller ce qui te correspond le mieux par rapport à tes risques, par rapport à ta manière de vivre, ta manière d'entreprendre, ta manière de voyager, c'est finalement un luxe qu'on a en Belgique, et c'est un luxe dont il faut surtout pas se priver. Et le jour où tu as malheureusement un sinistre, et j'espère que ça t'arrivera pas, Jean, mais ça peut arriver à tout le monde,
tu es déjà un peu dépassé, tu as déjà une vie bien chargée et tu te dis mais comment je vais régler ce problème-là? Ton courtier, il sera encore là pour t'aider et pour t'amener. Et donc, il y a vraiment tout un concept derrière le rôle du courtage. Moi, je connais quand même bien en assurance, en tout cas, on va dire ce qui est IARD. Je connais bien le sinistre fatalement, puisque c'est mon métier en tant qu'avocat. Les rares fois où ça m'est arrivé, j'ai beau connaître, j'ai beau en plus être quelqu'un qui adore le digital, qui est technophile, pour qui les formulaires en ligne, etc., ça n'a pas de secret. Qu'est-ce que je fais? Je sonne à mon courtier. Bien sûr. Donc tu vois. Et ça, c'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité. Tu es sûr d'avoir tout de suite le bon conseil. Ça, c'est, je pense aussi quelque chose qui va rester, même si il faut pouvoir se challenger. Là, je veux dire, en tant que courtier, il faut pouvoir se challenger parce que les 2-3 années qui viennent de passer, on a encore bien avancé là au niveau de toute une série d'avancées digitales, de changements, de transformations, et donc ça continue à bouger. Le consommateur lui-même évolue. À nous deux, on a 7 enfants, donc on sait un peu à quoi va ressembler le consommateur de demain. Les millennials, je vais y arriver. On les a pas ensemble, hein. Pardon, non, on les a pas ensemble. C'est quand même bien de le préciser. C'est quand même bien de le préciser pour ceux qui nous connaissent moins. Mais donc voilà, les ados d'aujourd'hui, c'est les consommateurs d'après-demain, et déjà ceux qui sont des consommateurs aujourd'hui qui ont 20, 25, 30 ans, on voit à quel point les méthodes et les habitudes de consommation ont évolué. Donc le courtier d'aujourd'hui doit se projeter dans 5 ans, doit tenir compte des nouveaux acteurs qui arrivent. Il y a des acteurs de l'assurance directe full digital, etc. C'est quoi un peu toi ta vision en tant qu'assureur, mais aussi en tant qu'assureur qui travaille exclusivement avec des courtiers, de ce à quoi doit être attentif un courtier? Je vais pas dire pour utiliser la phrase bateau pour ne pas rater le train ou autre, mais quand même de pouvoir s'adapter pour garder ce rôle crucial dont on vient de parler, d'expert, d'intermédiaire, de conseiller. N'entrons pas dans les détails de ce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire, mais de manière générale, ce digital toujours plus présent dans nos vies privées et professionnelles va continuer à impacter le fonctionnement de l'assurance comme tous les autres secteurs de la société d'ailleurs. Je ne sais pas si tu avais l'un ou l'autre conseil, peut-être même un peu pratico-pratique, ou en tout cas en termes de vision pour le courtier de demain qui ne doit pas être figital, il doit déjà l'être aujourd'hui, mais peut-être encore un pas plus loin. Oui, donc il faut rester humble. Moi, j'ai pas beaucoup de conseils à donner à des courtiers. Par contre, j'ai mon analyse, oui, effectivement. Tu vois, je crois qu'à terme, de toute façon, il faut bien distinguer le courtier qui s'est mis sur le marché de l'entreprise, principalement de la PME en Belgique. La Belgique est un pays de petites entreprises qui sont très dynamiques. Ça, c'est un courtier qui aujourd'hui doit devenir hyper spécialisé. Il l'est déjà d'ailleurs, mais il va vraiment évoluer vers un conseiller, un partenaire de l'entrepreneur, un peu comme l'avocat peut l'être, mais sur tous les aspects assurance. Et puis derrière l'assurance, on invite du conseil comptable, on peut greffer du conseil fiscal, on peut greffer toute une série d'analyses de risque, tout l'aspect risk management qui pour un entrepreneur est assez important. Et donc voilà, là je crois qu'il y a une évolution qui est claire, qui est évidente, que le digital va soutenir avec des nouveaux outils, éventuellement des nouvelles InsurTech, LegalTech, InsurTech qui vont arriver avec des nouveaux outils qui vont permettre d'être encore plus rapides dans la prise de conscience du risque, l'analyse du risque, la proposition des solutions, peut-être même la souscription, mais fondamentalement, le courtier restera au centre de toutes ces notions et au centre de toutes ces connaissances et sera l'intermédiaire avec l'entrepreneur qui, lui, dans son quotidien, n'a pas le temps. C'est même pas une question de compétence, c'est vraiment une question de focus. Il n'a pas le temps de s'occuper de ça et délègue complètement, il sous-traite complètement à son courtier cette gestion-là. Là, il y a un avenir énorme pour le courtage. Enfin, je me fais aucun souci pour les courtiers à ce niveau-là. Et que du contraire, même, je trouve que c'est hyper positif et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une chance d'avoir un courtier avec soi parce que, je le rappelle, je l'ai pas dit, donc je ne le rappelle pas, je le dis.
pour le même prix, le courtier, parce que c'est bien souvent une croyance qu'on a, mais le courtier, c'est plus cher. Mais non, c'est pas plus cher. C'est intégré. Enfin, c'est pour le même prix, tu as un conseil, donc pourquoi s'en passer? Donc voilà. Après, tu as c'est vrai que vu comme ça. Ah oui, c'est une chance. C'est vraiment presque un non-sens de ne pas travailler avec un courtier. Exactement. Après, tu as les particuliers. Sur les particuliers, là, on voit bien que le marché, il est occupé à bouger énormément. Bon, tu as les acteurs directs qui arrivent. Alors, les acteurs directs, c'est un peu comme dans l'aviation du low cost. Si tu es attiré par le prix, effectivement, tu vas vers ces acteurs-là. Aujourd'hui, on voit qu'ils prennent une part de marché. Elle est relativement limitée et tu comprends vite pourquoi. Le jour où tu as un sinistre, ça devient très compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde qui est là pour t'aider, il n'y a pas grand monde qui est là pour te conseiller. C'est un peu le calvaire. Et généralement, les gens, après le premier sinistre, ils retournent chez leur courtier. Hein. Donc voilà, donc il y a une part de marché, c'est clair. La part de marché risque de grandir également, c'est clair aussi. Mais très vite, tu as une limite dans le service. Puis après, tu as les autres acteurs qui sont les banques assurances. Les banques assurances, c'est des machines fantastiques. En fait, c'est un très beau modèle, le modèle de banque assurance. Mais là encore, un banquier n'est pas le meilleur spécialiste et n'a pas forcément le temps de s'occuper de la gestion d'un sinistre pour un particulier qui n'est pas forcément toujours non plus lui à la page. Donc, très vite, c'est limité. D'ailleurs, on voit bien que les produits proposés sont des produits qui sont assez limités. Hein. Ça doit vendre vite. Ça se vend avec un produit bancaire. Finalement, le produit bancaire, c'est la base. Et puis, on y ajoute un petit produit d'assurance. Voilà. Donc, ça fait le job, comme on dit. Mais c'est pas la meilleure assurance et c'est surtout pas le meilleur service. Et donc, là encore, le courtier, il a un rôle d'avenir qui est exceptionnel pour le particulier. C'est justement d'arriver avec le bon produit, le bon prix, de pouvoir comprendre le besoin. Ça veut dire c'est vraiment ça. Ouais, en comprenant le besoin, c'est bien, c'est faire le tour et puis pouvoir t'assister quand tu as un sinistre. Donc moi, je m'en fais pas pour ça, mais pour répondre à ta question, parce que je vois que tu trépines, tu me dis mais Tanguy tourne autour du pot. Non, pas du tout. C'est le service en fait. Moi, je reviens vraiment là-dessus. C'est le service que pourra apporter le courtier à son client. Moi, mon analyse, donc je te rejoins à 100%. Mon analyse, c'est que le courtier doit notamment être attentif à la démarche de certains de ces nouveaux acteurs, surtout ceux qui viennent avec du 100% digital en direct, même s'ils n'ont pas tous cette approche. Hein, je veux dire, il y a des assureurs digitaux, je vais les appeler comme ça, des petites structures qui arrivent sur ce marché et qui peut-être dans un premier temps se disaient oui ben moi je vais tout faire en direct, etc. Se rendent compte de l'importance justement du courtier et pivotent parfois pour se dire bon ben finalement on va quand même faire un modèle digital mais indirect. Mais je pense que le courtier a tout intérêt à essayer vraiment d'observer, de comprendre comment fonctionnent ces nouveaux acteurs, notamment parce que eux ont fait cette analyse inévitablement, en tout cas ceux qui réussissent, cette analyse de compréhension de l'assuré, du client. Donc, c'est quoi son besoin, c'est quoi les problèmes qu'il veut éviter et comment est-ce que je peux l'attirer, moi, assureur digital. Et donc, le courtier doit absolument comprendre ça et éviter ce qui par contre est le piège, qui serait une forme de résistance au changement. Avec le bon vieux, on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas à fonctionner? Et donc, il va falloir s'adapter. C'est l'exemple des grosses boîtes. J'aime bien l'exemple de Netflix parce qu'il est parlant. Netflix, nouvel acteur à l'époque, arrive en ayant analysé les besoins. Tiens, est-ce que aujourd'hui, en je sais plus 2000 au début quand ils arrivent, est-ce que on a tous encore envie d'aller chercher une cassette VHS, de devoir la ramener le lendemain après l'avoir rebobinée au crayon et choisir un film dans un catalogue limité? Bon ben non, analyse des besoins. Et le gros concurrent américain, c'était Blockbuster, qui a dit non, ça a toujours bien marché, on va continuer. Ben, résultat des courses, en 3-4 ans, ils étaient en faillite et évidemment Netflix est devenu ce qu'on connaît. Donc l'exemple est un peu gros et facile, mais c'est un peu ça quand même l'esprit, c'est de se dire bon, est-ce que je veux absolument me dire que si ça a toujours fonctionné, je touche à rien, ou est-ce que j'essaye d'adapter? Et le message n'est pas de dire il faut tout changer, il faut révolutionner son bureau, non, mais en tout cas être attentif aux attentes des assurés, des consommateurs, des clients, surtout peut-être à une époque où
le départ des assurés va être facilité par cette nouvelle réglementation en matière de résiliation, où je suppose qu'il n'aura jamais été aussi facile de changer de courtier et de compagnie. Donc voilà. C'est le but de la réglementation. C'est vrai que c'est un game changer. Hein, l'assurance, c'est plutôt une analyse long terme. Hein, tu prends une prise de risque sur le long terme. Ici, avec la loi de résiliation, donc tu peux changer à la fin de l'année, à l'échéance, tu peux changer d'assureur, tu peux aussi changer de courtier. Ça risque de changer fondamentalement certaines lois du marché. Alors on va voir, parce que dans la pratique, tu changes peut-être pas aussi facilement d'assurance que tu changes de contrat de téléphone ou d'électricité. Donc la libéralisation aura sans doute ses limites, mais oui, ça va quand même bien changer le paysage et en tout cas les risques. L'objectif est peut-être de dynamiser le marché. J'ai peur que ça le dynamite un petit peu. On verra comment ça va aller. Il faut essayer de voir ça comme une opportunité. Il n'y a pas le choix. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, ça s'impose à tous les acteurs du marché. Donc c'est le marché en tout le monde. Voilà. Donc il faut toujours regarder les côtés. Il faut être enthousiaste. Hein. Il faut être positif dans la vie, et donc il faut se dire il y a moyen de tirer un maximum lever l'ensemble du marché vers le haut grâce à cette loi, plutôt que se sentir écrasé par le risque de perturbations et de grands mouvements de masse sur le marché. Je crois que les courtiers l'ont bien compris aussi. Tout le monde regarde ça en disant mais en fait prenons le côté positif, l'avantage de cette loi. L'avantage pour le consommateur aussi, hein, c'est une liberté pour le consommateur qui n'a peut-être pas aujourd'hui ou qui l'a moins facilement. Donc voilà, c'est faire preuve de modernité que d'accepter cette nouvelle loi. Mais c'est clairement qu'elle va changer. Le verre à moitié plein, c'est aussi ma manière de voir les choses. Tanguy, j'ai quand même promis en début d'épisode que celui qui écoute ce podcast va mieux te connaître à la fin de l'épisode. Je veux absolument que tu me parles notamment de Toi, moi, un panda. C'est une aventure assez particulière, mais très belle et pleine de sens, à laquelle tu as participé en 2022 ou 21 peut-être déjà, 22, en tout cas, 22, en 22. Ouais. Explique-nous, c'est quoi cette aventure, Toi, moi, un panda? Par où, comment? Oui, alors c'est marrant que tu sois tombé là-dessus, mais c'est vrai que c'est une très très belle aventure. Donc en gros, j'ai une belle-sœur qui est décédée il y a quelques années de la neurofibromatose, qui est une maladie orpheline. Et mes beaux-parents, à l'époque, ont constitué une fondation qui génère des fonds pour financer un laboratoire de recherche. C'est une maladie orpheline, donc très peu de recherche, très peu de laboratoires sont concentrés sur la maladie. Il se fait que par chance, il y en a un en Belgique, à la KU Leuven. Et donc, un professeur, le professeur Legis, qui est réputé mondialement pour être un des chercheurs sur la neurofibromatose. Donc, mes beaux-parents sont assez proches de lui, suite au décès, la maladie et finalement, malheureusement, au décès d'Inès. Et donc, voilà, donc cette fondation vit très fort dans notre famille. Ça, c'est un élément. Et puis, l'autre élément, il se fait que j'ai la chance d'avoir un beau-frère qui est mon meilleur pote. Depuis qu'on est tout petit, parce qu'en plus, figure-toi que c'est mon cousin. Et donc, voilà, c'est mon cousin de cœur. Depuis qu'on est tout petit, on est meilleurs potes et on est devenus beaux-frères. Oui, la vie, c'est un autre chapitre, c'est un autre podcast, c'est notre histoire. Mais donc, voilà, effectivement, on est très proches et on adore faire des choses ensemble. On a toujours fait plein de choses ensemble. Et en fait, quand on avait 17-18 ans, on fait une randonnée dans les Pyrénées. On fait le GR20 qui traverse les Pyrénées. Un jour, on se paume dans le brouillard. On était vraiment, vraiment perdus dans le brouillard. Et on ne savait plus du tout où on était. Et on a vu deux phares Mais c'est comme dans les films. C'était très marrant. On a vu deux phares arriver dans le brouillard. Et notre sauveur était là. C'est un berger qui descendait en Fiat Panda. Et qui nous dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Enfin, vous n'êtes pas du tout... Non, c'était vraiment bien gaufré. Et donc, il nous a pris dans sa Fiat Panda. Et il nous a ramenés à sa ferme. Et puis de là, on a pu repartir. Et cette Panda, en fait, on s'est dit, mais c'est génial comme bagnole. Un jour, il faut qu'on fasse un truc avec une Panda. Et souvent, on en parlait, mais en rigolant. Comme ça, tu te souviens, le coup de la Panda? Ouais, la Panda. Donc, c'est vraiment une histoire qui nous avait fort marqué à l'époque. Et puis, en 2019, je crois, je suis dans l'avion, je lis un magazine, le Sabato, hein, tu sais, le supplément de l'école. Ouais. Et là, il y a un article sur un mec qui est parti avec une vieille Volvo Break et qui est parti au Cap Nord
sans prendre les autoroutes, sans GPS, en dormant sous tente. Il est monté en plein hiver au Cap Nord et il est redescendu. Waouh, moi je trouve ça canon. Enfin, moi, ça, c'est le genre de truc qui me chauffe énormément. Surtout dans le contexte du boulot dont on parlait, des journées denses, etc. C'est ça. Une véritable évasion. Ouais. Et donc, je sors de l'avion. En fait, je prends une photo de l'article et je sors de l'avion. J'envoie un WhatsApp à Thomas, donc mon cousin beau-frère là. Et juste, le seul commentaire que je fais sur la photo, c'est toi, moi, 3 petits points et une panda, point d'interrogation. Ah, génial. Ouais, et ce con, genre même pas un quart d'heure après, il me répond go. Go. Et donc on s'est dit, bah oui, non, mais voilà, ça c'est l'histoire. Et donc on s'est lancé, puis le Covid a perturbé, on a perdu une année sur le Covid. Mais donc effectivement, après le combo, c'est quoi ? C'est... on a trouvé la vieille Fiat Panda, donc on a cherché une Panda, on l'a trouvée, on l'a complètement restaurée. Donc on l'a dézingué complètement, on l'a remonté complètement, surtout lui d'ailleurs. Non mais on est assez complémentaires. Moi j'en touche pas une en carrosserie et en moteur. Lui c'est plutôt son. Ça fait la roadmap alors. Voilà, ouais. moi c'est plus ces aspects-là effectivement. Donc mais ouais, on est assez complémentaires et donc du coup on s'est dit bah voilà on part, mais partons utiles. Et donc, on en a fait un événement de récolte de fonds pour la fondation Inès Costa. Et donc, toute l'idée est partie de... C'est vraiment 2 aventures qui se rejoignent. C'est d'un côté deux beaux-frères, cousins, meilleurs potes qui veulent partir à l'aventure. Et de l'autre côté, l'envie de faire quelque chose pour la fondation familiale, pour soutenir Inès, qu'on a beaucoup aimé. Et à qui, voilà, c'était un peu notre manière de rendre quelque chose. Et donc, voilà, on s'est lancé dans une année d'événements pour récolter des fonds. Donc, on a organisé des avant-premières de cinéma, on a vendu de l'huile d'olive, on a vendu des restaurants. Donc, tu vois, moi, j'habite près du lac de Genneval. Et bien, voilà, il y a des barges où tu peux manger sur le lac. Et bien, voilà, on a fait un resto sur la barge. Donc, les gens pouvaient prendre leur place. Enfin, voilà, toute une série Mais chaque fois, au-delà de la récolte de fonds, j'imagine la possibilité de donner un coup de projecteur à la recherche. Ah oui, tout à fait, évidemment, bien sûr. Oui. Au-delà de vraiment des montants rassemblés. C'est surtout ça, c'est un coup pour de les pub maladies, pour la maladie orpheline. Exactement, non, tout à fait. Et on est... moi, je suis très fier de la fondation qui a été montée. Je trouve que c'est un magnifique projet. Donc voilà, on lui a donné un coup de projecteur, effectivement, à notre maigre échelle. Non, mais il faut rester humble à notre maigre échelle. Mais enfin, c'était vraiment chouette. Et alors, il y a un truc qui m'avait bien, qui m'a bien plu. Et encore aujourd'hui, on a ouvert un Spotify qui s'appelle, vous pouvez aller voir un Spotify, Toi, moi, une Panda. On avait créé une playlist par jour et on avait dit à tout le monde, ben voilà, mettez des chansons sur la playlist. On vous jure que de la première à la dernière minute, on les écoute. Balancez ce que vous voulez. Et alors, il y avait un prix, c'était 5 € la chanson. J'avais mis à combien? Je ne sais plus maintenant. Je crois que c'est 5 € la chanson. Pendant le voyage lui-même, ça? Non, on avait fait ça un mois. Okay, pour préparer les playlists et les écouter pendant. Okay. Et donc, l'idée, c'est tu payais 5 balles la chanson, 30 balles, c'était 30 € l'heure. 50 € la demi-journée et 100 la journée. Enfin, voilà, il y avait un pricing. Et en fait, on a rempli tous nos jours de voyage comme ça. Alors, c'est drôle parce qu'on a des potes qui nous ont mis de la bonne musique. Ils nous disaient, les gars, vous partez vraiment pour l'enfer, donc je veux vous accompagner avec de la bonne musique. Et donc, on a eu des jours de belle musique. Et puis, on a eu des jours, on s'est tapé des journées de Schleiger, on s'est tapé... du Tata Yo-Yo ou de la danse des canards. Quoi. Ah oui, non, on a tout eu. Et on a promis, donc on avait deux promesses, hein, donc je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais on a financé 100% du voyage nous-mêmes. Donc, toute la levée de fonds est partie à 100% pour la recherche. Et du premier plein d'essence à la dernière nuit, au dernier resto, au Bounty que tu achètes dans la pompe à essence, enfin, peu importe, on a tout financé nous-mêmes sous fonds propres. Et donc, c'était vraiment ça, c'était le premier gros engagement qu'on avait, c'est notre voyage, et notre voyage doit servir à récolter des fonds, mais les fonds ne doivent pas servir à notre voyage. C'est vraiment, on a fait un Chinese wall entre les deux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux et on a écouté toutes ces chansons et on se filmait dans la voiture. Si tu vas voir sur notre Instagram, on a gardé d'ailleurs les meilleurs moments où tu nous vois dans la neige. On roule. Donc, je rappelle, c'était pas d'autoroute, donc uniquement les petites routes, pas de GPS, donc à la carte. Et on a dormi sous tente par des moins 30. Wow. Ah oui, non, c'est une aventure humaine qui était... Enfin, moi, j'en garde un souvenir. C'était fantastique. C'était 3 semaines de
plutôt 2 semaines et demie d'ailleurs, sur un petit nuage. J'étais vraiment sur un petit nuage. Qui n'aurait, enfin, il y a que toi qui peux le dire, mais et ton beau-frère, mais qui n'aurait pas eu le même impact et ça n'aurait, je suppose, pas pu être vécu de la même manière s'il n'y avait pas tout ce sens porté par le projet et le lien créé par des initiatives comme le coup des playlists. C'est génial parce que tu refais chaque fois un lien avec des personnes qui ont soutenu le projet. Exactement. Et que j'écoute encore aujourd'hui. Moi, ça m'amuse. Enfin, très souvent, je reprends les playlists parce que voilà, elles me font. Ça fait un petit côté Madeleine de Proust. Ah, complètement. Mais c'est génial. C'est un projet porteur de sens et créateur de liens, au-delà de l'aide concrète pour la recherche. Ouais. Non, mais et nous, ça nous a beaucoup marqué, effectivement, pour Inès. On adorait Inès, c'était notre belle-sœur, elle était fantastique. Et donc voilà, on a été très émus, parce que ça, il faut quand même le dire, on n'est jamais arrivé au Cap Nord. Ah bon? Non, enfin, on a fait tout le voyage, mais à moins de 8 km de l'arrivée, en fait, le Cap Nord est dans une réserve naturelle. Ok. Et donc, en fait, t'es tout en haut, tout à fait au nord. Et puis après, c'est un caillou, le Cap Nord. Tu rentres dans t'as le dernier village, et puis t'as une dernière montée qui s'avance vers le nord. Et tout au bout, tu as un monument qui te dit que tu es le point le plus au nord d'Europe. Le problème, c'est que quand on est arrivé, la tempête a soufflé tellement fort qu'en fait, les gardes ont fermé le parc. Donc, on n'a pas pu rentrer dans le parc. L'ultime frustration. Ouais, donc, on s'est retrouvé dans une tempête de neige avec notre petite Panda devant la porte d'entrée du parc. Il reste 7-8 km de piste pour arriver au Cap Nord et on n'y est pas arrivé. Il nous manquait 7 km. Donc là, tu te poses la question, tu te dis, mais on attend 2-3 jours. Et puis, sauf que 2-3 jours, c'est compliqué. Et surtout qu'on n'était pas sûr que ce soit 2-3 jours parce qu'ils annonçaient, c'était le début d'une grosse tempête. Donc en fait... oui, ça peut durer, quoi. Donc en fait, on est redescendu. Donc on a fait le tour de la mer Baltique, en fait. Donc on est monté par la Suède, la Norvège, et on est redescendu par la Finlande, les Pays-Baltes et la Pologne. Et donc voilà. Donc finalement, on a continué notre route. Et donc il nous manque ces 7 km. Faut y retourner. Ah mais oui. Mais je te jure que c'était. On en a presque pleuré. Enfin, et en fait, on dit, mais Inès, on est venu jusqu'ici pour toi. Et il nous manque 7 km. Oui, c'était très émotionnel. Tu as fini par te rendre compte qu'en fait, non, le projet, il est réussi. Voilà, exactement. C'était humainement. C'est tout le reste. Humainement, on a vécu quand même, on était à 2 dans notre voiture. Là, on se dit, mais crevé. Ouais, et on a fait tout ça pour Inès et on échoue à 7 km. Enfin, ça nous a vraiment marqué super fort à ce moment-là. Après coup, tu dis, il a fallu 2-3 jours et des appels téléphoniques avec nos épouses, avec les copains. Avec les gars, mais c'est juste que vous êtes occupés à faire. Vous avez 5000, parce qu'on avait 5000 followers à l'époque. Tu as 5000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux et qui ont été embarqués dans ce projet. Enfin voilà, oui, c'était très fort, c'était émotionnellement très fort. Quand tu es au cœur du projet, au cœur donc à quelques encablures du Cap Nord, là, tu te dis que c'est un échec en fait, alors que c'est une énorme réussite évidemment. En tout cas, c'était une aventure humaine et physique parce que on a morflé, hein, t'es à moins 30, monter ta tente, machin. Non, c'était top. Mais le contraste doit être brutal quand tu reprends le boulot après tout ça, mais d'un autre côté, tu reviens tellement riche de l'expérience que ça permet de relativiser certaines choses, j'imagine, tout à fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que alors ça, c'est aussi la chance. Tu parlais tout à l'heure de l'équilibre, AXA. Travailler pour un grand groupe, c'est ça aussi. C'est un groupe qui te donne la chance de pouvoir faire ce genre d'aventure. Je sais pas si dans une PME, j'aurais pu, ou si j'avais été entrepreneur, j'aurais pu dire, tu sais quoi, moi, je pars 3 semaines avec une Panda et un pote. Tu peux toujours le faire, mais enfin, c'est quand même vachement compliqué, contraignant. Mais voilà, un groupe comme AXA m'a soutenu dans ce projet-là, j'ai pu le faire. Il y a aucun problème, que du contraire, j'ai été vachement encouragé, j'avais des collègues. On a même fait un moment, mon équipe, je t'ai dit, je suis fan de mon équipe, on s'entend vraiment, enfin, c'est vraiment une petite famille. À un moment, on a même fait un call, donc je me suis joint dans le Teams du team meeting toutes les semaines. On a le mardi matin, à l'époque c'était le mardi matin, on avait la réunion d'équipe par Teams. Eh bien, je me suis joint, je me suis joint et on roulait, donc c'était pas moi qui conduisais, c'est Thomas qui conduisait. Par conscience professionnelle pour le souci de participer ou non, un tout petit peu de provocation? Non, il me manquait. Mes collègues me manquaient. C'est magnifique. On disait qu'on gardait du lien, donc c'est vraiment ça. Mais je suis bien content de connaître ce projet. J'avais vu un peu de loin, mais je trouve ça magnifique et j'encourage vraiment. Enfin, moi aussi, j'ai pas commencé à me lancer dans mes propres projets, mais
tout Mais ce d'ailleurs, qui tu m'avais peut téléphoné être, à l'époque, puisqu'on se connaissait déjà. Tu m'avais téléphoné pour me donner quelques conseils en me disant, parce que tu es passé par là aussi, tu as aussi fait un magnifique projet. En un mot, j'avais fait une récolte de fonds pour un jeune garçon, Maxime, et moi, le projet, c'était plutôt un Ironman, mais c'est pas mal, c'est aussi une aventure sportive. Mais en tout cas, sans entrer dans les détails, parce qu'on parle déjà depuis un petit moment, mais la possibilité de se lancer dans des projets porteurs de sens, je crois que ça n'a jamais été aussi important. Enfin, c'est très personnel évidemment comme démarche, mais ça n'a jamais été aussi important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc oui, bravo, magnifique. C'est un vrai plaisir de discuter avec toi, mais je vais clôturer avec les questions classiques de la franchise en prime. Il y a notamment une question que je pose toujours avec un véritable intérêt. C'est, moi, je suis face, je l'explique dans chaque épisode, à un vrai problème, un drame de ma vie, c'est que je suis curieux, j'adore me former, j'aime beaucoup de thématiques là dans le monde pro au sens large, le digital, l'innovation, le marketing, enfin plein de choses. Et donc je rassemble énormément d'articles, de newsletters, de sites que je mets en favori, de bouquins que je mets de côté, des e-books dans mon Kindle. Évidemment, sans parler des magazines ou des journaux, et évidemment, je ne parviens à digérer qu'une maigre fraction de tout ça. Est-ce que tu aurais pour moi, Tanguy, une solution miracle, des tuyaux, des conseils? Est-ce que toi, tu as une discipline? Est-ce que tu y arrives mieux que moi? Non, je crois pas. Je suis dans le même cas que toi. Moi, j'ai sur mon bureau une pile de livres, j'ai des podcasts, mais donc j'ai un peu le même problème que toi. Alors, je sais que tu cours beaucoup aussi. Moi, ce que je fais, c'est que je cours en écoutant des podcasts. Ouais, ça donc, avant, j'écoutais de la musique. Maintenant, j'écoute des podcasts. Et donc, ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, ça te permet deux choses. Les podcasts, ça te permet d'une part de te nourrir, de t'instruire. C'est une vraie formation. Et d'autre part, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, courir, c'est mon moment à moi. C'est mon moment où je me remets. Mais j'arrive à faire ce... Donc, tu écoutes ton podcast, mais en même temps, voilà, tu peux vraiment te concentrer sur un sujet. Tu dis, sur cette journée, voilà ce qui m'importe, c'est ça. Comment je vois ça dans les 4-5 jours, dans les 5-6 mois, dans les 5-6 ans. Enfin, toi, tu te mets des trucs tout en écoutant ton podcast. Et en fait, ça marche assez bien. Parce que si tu te rends compte, c'est horrible, hein, mais on est une société de swipe. On passe tout le temps. Et donc, mais même quand tu veux faire t'imposer un minimum de discipline, hein, je suis exactement dans le même cas que toi. Donc, je vais par exemple me dire, allez, on est samedi matin, j'ai un tout petit peu de temps devant moi, je prends une newsletter et je la lis convenablement. Le problème, c'est que dans le premier paragraphe, tu as un premier lien, voilà, et le lien vers l'étude. Ouais, classique. Tu vas dans l'étude, tu commences à lire l'étude, dans laquelle il y a un autre lien, et puis tu te retrouves après 20 minutes, tu te dis, mais je suis plus du tout dans ma newsletter, et c'est pareil avec. Voilà. Donc moi, comme toi, le podcast. Moi, ce que je me dis, moi, c'est qu'il faut pas culpabiliser, il faut pas. Non. Il faut se dire c'est comme ça. Et donc, je dis, moi, je cours en écoutant mes podcasts. La moitié du podcast, je l'ai écouté et je l'ai vraiment intégré. L'autre moitié du podcast, je l'ai peut-être écouté d'une oreille plus distraite. Oui, parce que tu pars, évidemment. Parce que je suis parti, mais ça me structure tellement dans ma pensée, ça me nourrit de plein de choses. Et donc, en fait, l'équilibre, c'est là que je vais le chercher. Donc, je crois que de toute façon, on est dans la société de l'information. Il n'y a jamais eu autant de contenu créé. Et c'est exponentiel. Ouais. Donc, vouloir tout comprendre, tout savoir. Ça va pas ralentir. Ralentir, surtout avec l'intelligence artificielle générative, puisqu'il va falloir faire le tri en plus entre le contenu de qualité et le contenu très, très générique, du coup, j'ai envie de dire. Exactement. Mais oui, le podcast en courant, c'est bien, mais j'ai un peu le même problème que toi. Je pars avec mon podcast et puis comme ça fait partie de mes moments les plus créatifs, puisqu'effectivement, t'es dans une bulle, même si t'écoutes un podcast, dans le premier quart d'heure, il y a une idée qui jaillit, du coup, je reste dessus. Peut-être d'ailleurs quelqu'un qui est en train d'écouter cet épisode et qui est en train d'avoir l'idée du siècle. Je lui souhaite. S'il écoutait jusqu'ici, il est fort. Hein. Bon, oui. J'espère bien que... allez, celui qui écoute toujours m'envoie un petit mail et je le ferai savoir à Tanguy. Tanguy qui ne va pas m'aider au niveau de la manière de digérer du contenu, puisque je vais lui demander maintenant de me conseiller, comme je le fais dans chaque épisode, peut-être un livre, un film à me conseiller. Est-ce que tu as pensé à un livre? Et regarde, je l'ai même pris avec moi parce que comme tu m'as passé la question avant, je me suis dit, j'étais dans ma bibliothèque, me dire, je lis beaucoup. Il faut savoir que, donc, comme j'ai dit, j'écoute des podcasts, mais quand je vais à Bruxelles, je vais plus en voiture, je vais en train.
Et j'adore ce moment en train parce que ça me permet de lire. Donc j'ai ma liseuse et je lis. Et c'est une habitude que j'ai prise depuis le Covid d'ailleurs, c'est que je lis un livre sur deux qui est un classique, un grand classique de la littérature, et l'autre qui est un roman plus moderne. J'adore les polars, etc. Mais donc, et dans les classiques, je me fais des verticales. Hein. Donc je prends le Ken Follett, je vais me faire une verticale et donc pendant quasiment 6 mois, je vais lire des Ken Follett et je les ai tous lus. Okay. Là maintenant, je suis... alors, j'ai lu j'arrête pas, je relis tous les classiques. Donc là, maintenant, je suis dans Zola. Allez. Je suis dans je fais une verticale Zola et donc je vais commencer Germinal. Je suis impatient de le commencer là maintenant. Si je vais à Bruxelles demain, je vais commencer Zola demain, Germinal demain. Donc voilà. Donc tu vois, c'est 1 sur 2. Donc je me lis. J'ai lu Novek. Là, j'ai terminé la semaine dernière. Donc maintenant, je commence un classique. Oui, eh bien, c'est Germinal dans la série. Quand même finalement un peu de discipline dans ta manière d'ingurgiter. Bon, alors là, c'est pas de l'information formative, mais c'est génial de pouvoir se poser. Mais j'ai cette chance, ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est un luxe le train, c'est vraiment un luxe. Oui, c'est vrai. Moi j'adore, je tape ma musique dans les oreilles, hein, et je prends ma liseuse et j'ai ma bulle, j'ai vraiment ma bulle, et donc je passe. Et alors voilà, depuis le Covid, j'intercale chaque fois un roman historique parce que je me suis dit, mais tu sais, tu lis, mais en fait, tous ces vieux classiques, ils sont vachement bien. Et puis, ça a commencé avec Le Grand Maul. Je voulais absolument relire Le Grand Maul. Et puis, j'étais chez mes parents, je l'ai repris dans la bibliothèque en version j'ai lu, là, enfin, le livre de poche. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et donc, c'est voilà. Donc, maintenant, j'ai pris cette discipline. J'intercale chaque fois un classique avec une lecture plus récente. Et j'aime bien les verticales, voilà. Mais donc, je me suis dit, j'allais pas t'amener Germinal parce que je l'ai pas encore relu. Ça n'a pas l'air d'être il faudra un peu de temps. Mais du coup, j'étais dans ma bibliothèque, j'ai été rechercher le livre d'Olivier Hamann qui s'appelle La troisième voie du vivant. Alors, Olivier Hamann, c'est un biologiste, c'est pas un écrivain, c'est un biologiste qui a étudié énormément les végétaux et qui en fait fait un parallélisme entre la nature et la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et en fait, tu vois, on est dans une société où on veut toujours l'excellence. On est dans une société où on veut des choses qui soient solides. On veut une société qui veut optimiser. On veut une société qui veut que tout soit carré, que tout soit finalisé, tout soit propre, net, nickel. On est vers une société qui veut toujours nous élever vers le haut et c'est le rendement. Et en fait, lui, il te dit, mais d'un point de vue biologique, c'est une connerie. La nature, c'est tout l'inverse. La nature, elle est jamais finie. La nature, elle est flexible. La nature, elle se réinvente tout le temps. La nature, elle est sous-optimalisée. Et en fait, tout le roman, c'est pas un roman, c'est un livre. Toute l'analyse, elle tourne autour de ça, de dire, mais en fait, on doit être sous-optimum pour être à son optimum. Et à force de vouloir tout le temps pousser la machine à optimiser tout, eh bien, est-ce qu'on ne court pas à notre propre perte ? Il prend plusieurs exemples. Il y en a un qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est pas par rapport aux plantes, ça, c'est par rapport à l'être humain. C'est, tu sais, la température idéale pour le corps humain, la température corporelle où ton corps est à son optimum. Tu sais, c'est combien ? 36 ? Non, c'est 40 degrés. 40 degrés. C'est pour ça que quand tu es malade, tu fais de la fièvre. Ton corps monte à 40 degrés parce que c'est le moment où ton corps, où tout ton ton écosystème interne, hein, ton métabolisme est à son maximum. Et donc, c'est la température de la réparation, c'est la température finalement de la plénitude. Sauf qu'en fait, tu peux pas tenir à 40 degrés parce que tous les effets inverses de la fièvre sur ta santé sont importants. Donc, ton corps se sous-optimalise en permanence, te ramène entre 37 et 38 degrés parce que ça, c'est une température à laquelle, en fait, on vit, mais c'est une température qui te rend vulnérable, mais qui te permet de vivre sur le long terme. Et il a la possibilité, il a un buffer pour te monter à 40. Alors 40, on fait plus beaucoup de fièvre à 40. Enfin, les enfants, oui, mais pas les... Mais il se garde ce buffer de pouvoir, quand il le faut, se mettre dans la température idéale pour pouvoir lutter contre les microbes, les bactéries. C'est donc ça la fièvre du samedi soir. C'est ça la fièvre du samedi soir, exactement. Et donc voilà. Et donc toute l'analyse, elle est là. Et en fait, il t'ouvre les yeux sur une quantité de choses, sur des exemples chaque fois tout simples. Hein. Ça va de la fleur qui est souple, la fleur qui en perpétuel mouvement, la nature qui est cyclique en fonction des saisons. Là où nous, on est dans une société où effectivement, on veut quelque chose de solide, on veut quelque chose de fiable, on veut quelque chose de stable, de performant. La nature, elle est sous-optimalisée, elle est sous-performante à escient. Et on peut pas dire que la nature soit forcément mauvaise. Enfin, quand on voit
l'histoire de notre humanité par rapport à l'histoire de la planète Terre, il y a du recul à prendre. Donc voilà, c'est un livre que j'ai trouvé magnifique. C'est un livre qui te remet plein de choses en question. Écoute, Et je suis venu avec parce que je me suis dit, voilà, je l'ai sorti de ma bibliothèque, je me suis dit, Jean, il doit le lire. Et en plus, du coup, tu fais un petit geste pour la planète, puisque si tu me l'avais conseillé, j'aurais dû l'acheter ou même le télécharger sur ma liseuse. C'est quand même un petit peu de consommation cloud. Ici, donc c'est le top. Un beau livre, parce que j'aime bien aussi de temps en temps. Les beaux livres, je les achète papier. À mon avis, ça peut faire le lien avec Sapiens que je viens de lire. Il y a à mon avis des points communs ou en tout cas des liens à faire entre les deux. C'est censé m'aider à ralentir un petit peu le rythme. On va voir si ça va marcher, mais en tout cas, je te remercie. Ah bah voilà, oui, je te remercie vivement. Tu vas être sous-optimisé. Je te débrieferai ce que ça m'a inspiré. Et avant de clôturer, j'ai une toute dernière question pour toi. Je ne compte évidemment pas en rester là avec la franchise en prime. Donc, est-ce que tu aurais un invité à me recommander? Qui vais-je inviter, entre guillemets, de la part de Tanguy Vercaeren dans la franchise en prime? Il y a plein de gens, que j'ai envie d'écouter dans ce podcast. Mais alors, c'est plus stratégique. Je me dis, quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, c'est Antoine Ebé. Je crois pas que tu le connaisses, Antoine. Non. Antoine, c'est un ancien collègue AXA, c'est un actuaire qui a travaillé dans la gestion de produits chez AXA pendant des années et puis qui a lancé sa propre InsurTech sur le côté, enfin pas sur le côté, non, il a quitté AXA pour créer son InsurTech qui s'appelle Decide. Et là où ça devient intéressant, c'est que il a aussi dû se réinventer 2-3 fois. Il arrive avec un business model. C'est un service pour les courtiers. Je vais pas rentrer dans les détails parce que si tu l'invites, il faut qu'il ait quelque chose à dire. Enfin, il a plein de choses à raconter lui. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément parce que c'est une force de la nature. C'est quelqu'un qui est hyper intelligent, qui est hyper technique, qui connaît son métier, qui est parti dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je crois qu'il s'attendait pas à avoir la dureté à découvrir ce monde. La confrontation de tes idées, d'un modèle auquel tu crois, et tu te rends compte qu'en fait, c'est parce que tes clients veulent tout à fait, et donc tu dois pivoter. Donc il a fait 2 pivots. Enfin, je lui en connais 2, il en a peut-être fait plus. Il expliquera ça certainement bien mieux que moi. Mais donc, il a dû faire pivoter son business model au moins à deux reprises. Mais quand je dis pivoter, c'est un vrai pivot. Et là, maintenant, il est arrivé à une boîte qui tourne bien, je crois. En tout cas, nous, on est très contents du partenariat qu'on a avec lui, puisqu'on développe des front-end avec lui. Et il est vraiment... Il a une expertise, une analyse. C'est vraiment quelqu'un que tu dois rencontrer. Top. Bon, écoute, magnifique. On va essayer de se retrouver dans la franchise en prime avec Antoine Debèze. Ouais. Je vais le contacter de ta part. On verra si l'expérience lui parle. On verra s'il parvient à tenir une bonne heure 20 comme Tanguy Vercaeren. On frôle le record de la franchise en prime. C'est la preuve que c'était vraiment un chouette moment. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié notre échange. Si, comme on le disait tout à l'heure, vous avez écouté jusqu'ici, déjà merci. Je suis hyper preneur de vos retours, quels qu'ils soient. Ce qui ferait plaisir aussi, c'est peut-être de vous abonner, peut-être de mettre une petite note, peut-être même 5 étoiles, pourquoi pas, pour soutenir le projet et qu'on continue ici dans la franchise en prime à recevoir des acteurs du monde de l'assurance qui apprécient l'innovation et qui ont des choses à raconter comme Tanguy aujourd'hui sur leurs expériences professionnelles tout autant que d'autres expériences très riches. Donc voilà, merci encore à Tanguy et merci de m'avoir invité. Cette heure est passée super vite. Ah, c'était bien, non? Ouais, allez, c'est bon signe. Merci. Magnifique. Merci à tous.